L'appeler Lugdunum, si vous voulez bien, étymologiquement, ça veut dire le fort de la lumière, parce que Lyon était né sur cette fameuse colline fortifiée de Fourvière, orientée vers le soleil levant. Vous aurez compris que la lumière est bien à l'origine de l'histoire lyonnaise. Et alors que maintenant la brume est en train de s'échapper complètement, un certain nombre de gradins de pierre se détachent dans notre champ de vision. Ce sont ceux des théâtres antiques de Lyon. Ça y est, nous sommes transportés il y a plus de 2000 ans dans le sein des saints d'une grande cité de l'Empire romain, le cœur battant de Lugdunum. Lyon est en train de devenir le miroir de Rome, un peu ce qu'avait été Carthage par ailleurs. En 43 avant notre ère, on peut dire que tout l'Occident romain est devenu une poudrière, hein. César, le conquérant, le vainqueur de la Gaule, il y a 10 ans maintenant, César a été assassiné l'année précédente, aux ides de mars 44, et sa succession est en train de devenir une guerre civile, guerre de haute lutte entre partisans de la vieille République romaine et puis les héritiers de César que vous connaissez, Octave et Marc-Antoine bien sûr. En Gaule, la cité romaine qui a de l'envergure à l'époque, c'est pas Lyon, hein, c'est pas du tout Lugdunum, on est en train de la fonder Lugdunum. À l'époque, c'est Vienne dans le nord de l'actuelle Isère, pas très loin de Lyon d'ailleurs. Le peuple des Allobroges se révolte, il chasse de Vienne les représentants de la colonie romaine et donc il faut chercher un nouveau lieu d'implantation. Et c'est un général romain, Lucius Munatius Plancus, retenez son nom quand même. C'est lui qui, gouverneur de la partie nord de la Gaule, c'est lui que le Sénat romain a désigné pour fonder en cette année 43 une nouvelle colonie, au confluent donc du Rhône et de la Saône, entre les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. Rappelons qu'à cette époque, le Rhône et la Saône se rejoignent bien en amont, hein, au niveau de l'actuelle gare de Perrache, pour ceux qui connaissent Lyon. Aujourd'hui, les deux rivières s'épousent au niveau du musée des Confluences, bien sûr. Cette colonie romaine suppose l'installation d'un petit contingent de citoyens. Ce sont beaucoup des vétérans de la Légion. Vous savez, quand vous aviez fini votre service dans la Légion, on vous disait qu'avec votre famille, vous pouviez vous installer dans un endroit qu'on désignait. Eh bien, il y a pas mal de légionnaires qui vont s'installer à Lyon. Ils ne sont pas mécontents. Les futurs habitants libres de la cité auront en effet les mêmes droits que les citoyens de Rome, ce qui à l'époque leur assure un certain nombre de privilèges. C'est un choix très politique, militaire, commercial. Grâce aux collines qui entourent le site, on peut dire de Lugdunum qu'elle est un peu une sorte de forteresse naturelle. Sa position est très spécifique. Elle fait de Lugdunum un carrefour entre les rives méditerranéennes et le nord de l'Empire, avec le Rhône comme trait d'union, comme vecteur d'échanges, pas seulement commerciaux d'ailleurs. Bref, vous m'avez compris, Lyon, c'est d'abord un site. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et tout de suite, la ville nouvelle a fait l'objet de la plus haute attention chez les dirigeants de l'Empire. De nombreux monuments sont bâtis pour accoutumer la société gauloise au mode de vie romain. Le successeur de César, Octave, qui bientôt va se faire appeler l'empereur Auguste, vous savez, c'est le premier empereur de Rome, hein, en 27 avant Jésus-Christ. On peut dire d'Auguste qu'il est connu pour ses talents de pacificateur. Et la pacification augustéenne, on la voit réellement dans cette toute nouvelle Lugdunum, dont il va faire la capitale des Gaules. D'ailleurs, il va faire lui-même un long séjour à Lyon dans les années 16 à 13 avant notre ère. Et les apports architecturaux d'Auguste dans cette nouvelle capitale gauloise sont très importants, avec le forum qui va donner son nom à Fourvière. Fourvière, c'est une déformation de forum, hein. Il va créer des théâtres, le Grand Théâtre avec ses gradins qui chaque année accueillent aujourd'hui le festival des Nuits de Fourvière. Eh bien, ce théâtre, il est construit aux alentours de 15 avant Jésus-Christ pour accueillir des comédies, des danses, des pantomimes, etc. 10 000 spectateurs. Il y aura plus tard, mais beaucoup plus tard, aux alentours de l'an 100 de notre ère, un plus petit théâtre, un Odéon qui sera réservé à la déclamation de poésie et à la musique. Alors, ce qui donne de l'importance à Lugdunum, c'est l'inauguration en l'année 12 avant Jésus-Christ du sanctuaire fédéral des Trois Gaules. Qu'est-ce qu'on appelle les Trois Gaules? C'est l'Aquitaine là-bas vers l'ouest, là-haut la Belgique et puis la Lyonnaise bien sûr.
Ce sanctuaire est édifié sur les pentes de la Croix-Rousse, un hôtel fédéral consacré à Rome et à Auguste, qui rassemble les représentants des 60 cités gauloises des 3 provinces. L'assemblée est présidée par un grand prêtre qui organise le rite en l'honneur de Rome et de l'empereur. Alors aujourd'hui, tout ça a disparu, mais il y a des monnaies qui ont été frappées à l'époque et qui représentent ce site comme une sorte de grand hôtel encadré de statues de victoire. Tout ça installé sur de hautes colonnes. Un temple est adjoint à cet hôtel. Et comme l'écrit Jean Éthévenot dans son ouvrage Les Grandes Heures de Lyon, je le cite, « C'est donc une véritable politique d'assimilation que mène le fondateur de la dynastie augustéenne. Il donne aux Gaulois leur place dans l'Empire et reconnaît leur spécificité en organisant une réunion qui leur est propre. » Bref, ce Conseil des Gaules, c'est un petit peu l'ancêtre de notre Assemblée nationale, en allant vraiment très très loin. Là. C'est un grand écart que je suis en train de faire, j'en suis conscient. Vercingétorix n'avait pas réussi à réunir tous les peuples gaulois. Eh bien, Auguste, lui, y est parvenu d'une façon peut-être un peu plus contraignante. Lugdunum devient en tout cas le berceau de ce qu'on va pouvoir appeler la civilisation gallo-romaine, les prémices de ce qui deviendra la France après, avec l'apport des Francs, bien sûr, et des Germains. Mais ce qui va devenir la France se trouve là en germe, dans cette capitale des Gaules. Alors évidemment, pour divertir les représentants gaulois, pour ajouter du faste à leur cérémonie, on édifie pas loin de ce sanctuaire fédéral un amphithéâtre. Un amphithéâtre, ça dure des arènes, si vous voulez, pour les combats de gladiateurs avec les fauves et tout ça, les nomachis, vous savez, ces espèces de spectacles avec de fausses batailles navales. Bref, il y a quelques vestiges aujourd'hui très mutilés dans le quartier de la Croix-Rousse, mais il faut imaginer ce monument colossal, bâti sous le règne de l'empereur Tibère. Tibère, c'est 1437 après Jésus-Christ, financé par un notable qui venait de l'actuelle Charente-Maritime, de Saintes. Il s'appelait Caius Julius Rufus. Il avait été élu prêtre de Rome et d'Auguste et il a décidé de construire ce petit colisée, si vous voulez, qui au départ faisait 2-3 000 places. Mais à la fin, c'était un amphithéâtre de 20 000 places, le plus ancien de la Gaule, fabriqué avec notamment des pierres qui venaient de Saint-Rémy de Provence, bien avant les arènes de Nîmes et d'Arles. Lyon va également gagner en puissance grâce à un atelier monétaire. C'est jamais négligeable ça. Quand on frappe monnaie, évidemment, on devient très important, pour pas dire stratégique. Durant les 23 ans de son règne, Tibère va pas vraiment s'occuper de Lyon. Caligula, qui au tout début de son règne est plutôt populaire. Bon, après, vous savez ce qui va en être. Caligula est un petit peu plus attaché à Lyon. D'ailleurs, il va y séjourner en l'an 39, en rentrant d'une campagne en Germanie. Déjà, on voit poindre sa soif de sang. Il va faire exécuter dans l'amphithéâtre lyonnais son cousin, le roi de Maurétanie, Ptolémée. La Maurétanie, à l'époque, c'est une partie du Maghreb. Et pourquoi est-ce que Ptolémée va être exécuté? Simplement parce qu'il avait osé porter en présence de l'empereur un somptueux manteau rouge qui l'avait fait beaucoup remarquer. Et Caligula, jaloux, l'a fait mettre à mort le jour même. Bon, bref, ça préfigure ce qui va se passer dans ce même amphithéâtre en 177 avec le fameux martyre des chrétiens sous Dioclétien et le martyre de Sainte Blandine qui est resté célèbre. Caligula, en attendant, est assassiné en 41. Il n'y a plus qu'un représentant adulte de la première dynastie impériale, c'est Claude, dont j'ai eu l'occasion de vous parler il n'y a pas si longtemps. Claude, qui est l'oncle de Caligula, un homme déjà plus que mûr, pas très connu pour ses talents politiques, mais qui est un homme cultivé. Les prétoriens, en tout cas, se tournent vers lui. Il accepte d'être empereur. Or, si je vous raconte ça, c'est pas que j'ai envie de vous parler de l'histoire de l'Empire romain, c'est que Claude est le premier des empereurs romains qui soit né hors d'Italie. Et où est-il né en 10 avant Jésus-Christ, ce Claude? Il est né à Lugdunum, bien sûr. Autant vous dire qu'il va vouer à cette ville natale une véritable passion. Et pendant les 13 années du règne de Claude, Lugdunum va devenir une sorte de pôle d'attraction. On pourrait presque dire d'une certaine façon que Claude est le premier empereur gallo-romain. En tout cas, il est l'empereur lyonnais. En 48, Claude est justement de passage à Lugdunum sur ses terres natales et les notables, qu'il connaît bien, il connaît toutes les familles de Lyon bien sûr, le pressent d'intervenir en leur faveur
pour que leur soit accordé un droit de citoyenneté identique au droit romain. Vous voyez qu'on y revient, comme à l'époque de la Fondation, 100 ans plus tôt. Ce qui permettrait d'ailleurs aux Lyonnais de bénéficier d'un avantage fiscal, ça c'est une chose, avec exemption de taxes, etc., mais qui leur permettrait aussi d'accéder à un certain nombre de hautes charges. Ce qui veut dire que des notables lyonnais ont l'intention d'aller siéger au Sénat de Rome. L'empereur va se faire le défenseur de cette mesure, sauf que le Sénat refuse avant de finir par être obligé de s'y faire et de donner aux Lyonnais une véritable citoyenneté romaine avec la possibilité d'accéder aux magistratures. Et pour informer les Lyonnais, Claude envoie le texte de son discours. Les délégués des 60 cités gauloises n'en reviennent pas. Ils vont graver ce texte dans le bronze, l'afficher au sein du sanctuaire fédéral, et c'est ainsi qu'apparaît la fameuse table claudienne, ce que Jules Michelet, notre grand historien national, n'a pas hésité à qualifier de premier monument authentique de notre histoire nationale. Ben oui, monument au sens que pouvait lui donner un historien du 19e siècle, c'est-à-dire un grand texte écrit et qui marque une forme de primauté gauloise, enfin gallo-romaine maintenant, puisque la ville est déjà largement romaine par son ossature et son architecture. Elle l'est d'autant plus désormais par l'identité, le caractère, l'organisation politique. À partir de cet instant, Lugdunum est une cité en pleine expansion, organisée comme une sorte de Rome en réduction, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est une des villes de l'Empire où le pouvoir impérial va se manifester le plus. Et on va voir affluer les grands personnages, on va voir affluer les artistes aussi, les gladiateurs réputés. Bref, cette ville de Lugdunum, qui possède aussi une particularité essentielle, à savoir qu'elle dispose d'une garnison spéciale de l'armée, cette ville devient en quelque sorte le nombril des Gaules. La garnison dont je vous parle, c'est une cohorte urbaine, une unité d'élite qu'on ne retrouve qu'à Rome et à Carthage. Donc vous avez 3 villes dans l'ancien Empire romain, Rome, Carthage et Lyon, qui est cette cohorte avec des soldats qui font un long service d'une vingtaine d'années, et à leur retour dans la vie civile, ils ont le droit d'exercer un autre métier, et certains vont pouvoir, comme anciens décurions, participer à la vie municipale, et ils vont donner à Lugdunum une part de son rayonnement. Alors, on peut dire que assez vite, la place commerciale s'est imposée comme une espèce d'épicentre du grand négoce au cœur même de ce qui était l'ancienne Gaule. Lugdunum est connu pour être un centre exportateur de poteries, des poteries qui sont créées par des artisans qui à l'origine venaient d'Italie. On va produire ici à un rythme quasi industriel énormément de vaisselle à vernis rouge, des gobelets également qui sont écoulés ensuite vers les provinces du Nord pour ravitailler notamment les armées de l'Empire. Lyon, vous l'avez compris, est devenue une capitale militaire, une capitale commerciale, une capitale artisanale avec tout un quartier le long de la rive gauche de la Saône qui est dévolu à ces fameuses poteries. À côté des potiers, on retrouve d'autres métiers, hein. Il y a des verriers, des forgerons, des bronziers, des tisserands, bref, c'est un fourmillement extraordinaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il y a ce Rhône qui sert de voie d'échange, bien entendu, entre la Méditerranée et le nord de l'Empire. Lugdunum est aussi un centre d'affaires important avec des compagnies de navigation fluviale, les nautes, qui se sont créés en bureaux et qui ont leur siège à Lyon. Le vin, l'huile d'olive, toutes les sauces et conserves de poissons transitent par amphores, tonneaux et cuves en terre cuite. Ça, c'est plutôt pour le vin. Les plus riches habitants de Lugdunum résident dans de grandes maisons semblables à celles qu'on trouve à Rome, avec, il faut imaginer ce qu'a pu être, hein, quand on se promène aujourd'hui à la Croix-Rousse, sur les collines de Fourvière, lorsqu'on est même au cœur du vieux Lyon, on a peine à s'imaginer les extraordinaires jardins en espalier qui devaient être ceux de cette ville gallo-romaine, ces grandes demeures pleines de mosaïques, ces maisons de prestige qui bientôt vont aller conquérir la presqu'île. Difficile de donner un chiffre fiable du nombre d'habitants lors de l'apogée de cette période antique lyonnaise, disons entre 40 et 80 000, ce qui est déjà considérable. Et pendant plus de 3 siècles, on peut dire de Lugdunum qu'elle aura été non seulement une des villes phares de l'Empire romain, non seulement la capitale des Gaules, bien entendu, alors que la future Lutèce n'a pas du tout d'envergure à l'époque, mais on peut dire d'une façon plus générale que Lyon
a donné à cette civilisation gallo-romaine qui va devenir le berceau de la chrétienté occidentale, elle lui a donné son creuset. Vous écoutez Radio Classique.